Retour sur le plateau de Regard Croisé. On est rejoint sur le plateau par Jean-Luc assis à coller. Jean-Luc, bonne arrivée. Merci, bonsoir à tous les confrères sur le plateau, Germain, Credo, et bonsoir à toi également. Et bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Numéro TV. On va aborder le second sujet. Sénégal-Nigeria, présidentielle, opposition encore, contestataire, voilà, j'y suis arrivé finalement. Jean-Luc Assiakolé, quand on voit un peu le chemin qui se dessine après les élections dans la sous-région, chaque temps, on se dit finalement l'opposition joue un rôle vraiment, on ne sait pas comment le dire. Contestataire. Ouais, on est toujours sur ceux qui vivent, on dit les élections n'ont jamais été propres comme on le souhaitait, donc il faut contester à tout bout de champ, même si ça va, on dit ça ne va pas. Bon, d'abord, c'est permis par la loi, hein, c'est-à-dire la loi leur permet. C'est finalement le rôle de l'opposition. Non, je ne dirais pas que c'est le rôle de l'opposition. D'abord, c'est un droit de contester s'il le faut vraiment. Et ensuite, je dirais qu'en Afrique, on a tendance toujours à chercher à, je ne dirais pas voler, mais à conserver le pouvoir en volant les élections. Et donc, ça crée en fait des climats de tension. Et au niveau de l'opposition, il n'y a pas une confiance. Donc, ce qui fait que quand on est au pouvoir et qu'on organise des élections, déjà les démarches opérées, quand je prends par exemple que ce soit Macky Sall, que ce soit Buhari. Les pas posés sur le terrain, les démarches à l'égard des leaders de l'opposition, on se dit finalement que mais ces messieurs peut-être ont peur, ils ne veulent pas que le pouvoir leur quitte la main et donc ils passent par tous les moyens pour conserver le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils bloquent leurs leaders qui sont en face d'eux, qui sont leurs challengers. Et à la fin, bon, on dit on a gagné. C'est normal que de l'autre côté aussi, qu'on conteste, puisqu'on sait que bon, celui-là, il est passé par des moyens lugubres pour organiser d'abord les élections et déclarer sa victoire. Donc c'est tout à fait normal que l'autre qui est de l'autre côté, l'autre de l'autre côté puisse dire non, tu n'as pas gagné, tout n'a pas été transparent et donc nous contestons. Donc je pense que, mais prenons les exemples dans les pays souvent européens, de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a des contestations, mais cela se fait de façon gentleman. C'est-à-dire qu'on fait recours aux institutions parce que ces derniers ont confiance en ces institutions-là, que ce soit à la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, on a confiance, on fait des recours. Et ces institutions-là disent le droit. Mais dans nos pays africains, souvent ces institutions sont contrôlées par ceux qui sont au pouvoir. Souvent, c'est toujours le cas. Et quand on contrôle ces institutions-là, quand de l'autre côté, au niveau de l'opposition, on sait que les institutions qui doivent être, les derniers recours sont contrôlées par celui qui est au pouvoir, écoutez, on n'a plus confiance, on ne veut plus faire recours peut-être à ces institutions-là, et c'est là où les gens descendent dans les rues pour manifester, et certains prennent les armes, etc. etc. Germain Poli, si nous prenons le chemin sénégalais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a lieu de protester ? Je pense que Jean-Luc a dit que l'opposition ne fait pas confiance aux institutions qui organisent. C'est un peu partout. On a vu la grande élection américaine, Trump ne faisait pas confiance à l'administration Obama qui organisait. Il avait dit qu'il ne reconnaîtrait pas les élections s'il était battu. Heureusement qu'il a gagné. Même après sa victoire, il voulait prouver qu'il a été victime de fraudes. Et son camp, les républicains, surtout les sénateurs, ont dit non, tu as gagné, il faut diriger le pays. L'Amérique est une démocratie. Donc je crois qu'il faut voir les choses comme ça. Il faut se dire, on est une démocratie. Alors, nous sommes en Afrique en face de certains opposants, même ceux qui ne pèsent pas du tout sur le plan popularité, qui disent aussi qu'on a volé. Mais Idrissa Seck n'est pas quand même c'est devenu un refrain. Ouais. Et à toutes les élections, on a volé. Même en RDC où un opposant gagne, un opposant dit encore qu'on a volé. Voilà, donc je crois qu'il faut que le fair play d'abord vienne en Afrique. J'aurais voulu qu'au Nigeria, par exemple, c'est pas peut-être on en parlera, oui. Le perdant qui dit qu'il aurait voulu appeler Buhari et le féliciter si les élections étaient claires. J'aurais voulu qu'il soit vraiment sincère. Mais au niveau du Sénégal, je crois qu'il n'y a pas match.
On sait que les deux personnes qui avaient la capacité, peut-être, de fatiguer un peu Macky Sall sont hors jeu. Il y a Khalifa Sall, il y a Karim Wade. Et Idrissa Seck n'a pas eu les ralliements qu'il fallait, surtout quand Abdoulaye Wade est rentré. Au lieu de lui apporter son concours et demander à ses électeurs donc, de s'allier, sur lui a préféré faire de la diversion en appelant les Sénégalais donc, au boycott. Un mot de boycott qui n'a d'ailleurs pas été suivi parce qu'il y a plus de 60% donc, des Sénégalais qui sont allés voter. C'est un score assez intéressant contrairement à celui du Nigeria. Mais en même temps, pour dire que Macky Sall a un bilan assez élogieux, plusieurs hors du Sénégal même le reconnaissent. En face, il y avait une opposition déjà affaiblie par l'élimination de ces deux poids lourds. Et puis, ceux qui se sont présentés, c'est de petits candidats éliminés par la loi du parrainage qui se sont ralliés après sur Ali Farsal. Et quand vous prenez les résultats, il est au coude avec Ousmane, qui arrive avec environ 15%. Donc, je pense que les résultats reflètent plus ou moins ce que devaient être ces élections. Maintenant, si l'opposition estime qu'il y a fraude, il faut apporter les éléments de preuve. Et c'est ce qui manque aux oppositions africaines. On dit qu'il y a fraude, mais on n'amène pas des éléments et on ne suit pas les voies légales tout simplement parce qu'on n'a pas des éléments pour aller devant les instances légales et contester l'élection. Et il faut que les gens se préparent, il faut que ça se passe un peu. On a vu un peu de façon historique au Kenya, ce qui a été fait quand même avec l'élection de Uhuru Kenyatta, qui a été annulée, même si par la suite l'élection n'a pas été mieux organisée que ce qui avait été fait, mais les institutions ont pu travailler, on a pu prouver qu'il y a eu des fraudes électroniques et tout cela. Et la Cour, le Conseil constitutionnel, donc au Kenya, a dû annuler cette élection-là, mais c'est sur la base des éléments fiables, ce qu'on ne remarque pas un peu partout dans les pays où les opposants contestent les élections. Alors, Credo, comment peut-on comprendre aujourd'hui le comportement de ces oppositions en Afrique, surtout juste au lendemain de la proclamation des résultats des élections? Non, mais moi je parlerai de mode. C'est devenu une mode. De suivisme. Non, je parlerai plutôt surtout de mode pour les oppositions africaines parce que leur logique maintenant c'est hésitation, élection, contestation. Donc c'est systématique. Parce qu'ils hésitent au début, donc ils disent tout ce qu'ils veulent dire sous le coup du populisme. Les conditions ne sont pas réunies, mais ils parviennent à jouer leur partition au cours de ces élections. Et disons la mode, c'est qu'il faudrait contester pour essayer de divertir un tant soit peu ces militants pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Je prends le cas sénégalais. Vous aurez remarqué qu'après la proclamation des résultats, il y a Idi qui a animé une conférence de presse et le contenu du message serait, disons, la propriété intellectuelle de deux autres candidats à l'élection. Mais ce qui m'a choqué un peu, c'est que au cours de cette adresse à la presse, on a vu qu'il dit seul. Donc les deux autres n'étaient pas là. Donc ça pose déjà un problème et autre là. Et vous aurez remarqué, Germain et puis mon cher ami Jean-Luc ont dit beaucoup de choses sur le plateau. C'est que on ne peut jamais reprocher à un candidat qui se repositionne de jouer dans le conservatisme parce qu'il est là et c'est quelqu'un qui doit jouer ce rôle de conservation du pouvoir et tous les moyens sont bons pour ce candidat, pour ce nouveau ou bien ancien candidat à vouloir garder le pouvoir. Donc on ne peut pas lui reprocher cela. Maintenant, ce qu'il a en face, c'est à ces personnes, c'est à ces candidats de cette opposition d'œuvrer disons, d'assez d'éléments pour essayer de convaincre leurs militants et peut-être même des militants de ce candidat qui se repositionne à voter, à aller vers ce changement-là. Mais si on parle du changement dans un domaine de définition de populisme, voilà les résultats qu'on peut avoir. Et là, également, un point très important, lorsqu'il a fait sa conférence de presse, il a dit qu'ils ne vont pas
user des voies de recours qui sont prescrites par la Constitution, donc ils ne vont pas faire de recours, mais oubliant de dire à ces militants qu'avant même la proclamation des résultats, qu'ils ont eu déjà à formuler des recours sur le déroulement même du vote. Donc c'est que eux-mêmes, ils sont conscients à un certain moment que, en fait, ils doivent aller à ces élections pour ne pas laisser le boulevard à M. Macky Sall, donc ils doivent l'inquiéter un peu. Mais ce qui a péché dans le camp de l'opposition sénégalaise, c'est qu'ils n'ont pas parlé d'une seule voix. Et là, je crois qu'à partir de ces élections, que ceux qui ont eu le courage de compétir avec Macky Sall auront le courage de dire à M. Abdoulaye Wade que son temps est révolu parce qu'il n'a apporté aucun élément nouveau à cette opposition-là pour faire sa lutte, si ce n'est le culte de la personnalité de son fils qui est déclaré out. Donc voilà. Maintenant, pour le cas nigérien que j'ai suivi de près, il faut le dire, l'EPC, le parti de M. Buhari, a également défendu un bilan. Même si on peut reprocher... Le bilan aussi n'est pas... Non, le bilan n'est pas aussi élogieux, mais quand même, c'est un bilan et autre là. Et je crois que... contre Boko Haram chaque jour, ça sur ce plateau, non, sur ce plateau, vous pensez que Boko Haram, c'est une partie de dessin animé? Non, Boko Haram est ancré au Nigeria. Mais c'est vrai que M. Buhari, lorsqu'il a pris le pouvoir, son premier mandat ou bien le truc là, donc c'est vrai que lui aussi, il avait fait des promesses démagogiques. Donc il avait dit la lutte contre Boko Haram, mais il avait dit également... Non, un président, le mandat au Nigeria c'est 4 ans, mais le président est un président qui passe pratiquement 2 ans du côté de l'Angleterre, donc il faut se poser des questions et autres là. Mais sur le terrain, la bataille a été assez rude parce qu'il faut le dire. Mais son challenger, M. Atiku Abubakar, a bataillé dur, mais lui aussi, il a mis les moyens. Non seulement les moyens, mais lui aussi, il est en quelque sorte entaché parce qu'il est taxé par le peuple nigérien aussi de corrompu. Mais à quelque chose malheureux, bon, les gens se sont dit, mais s'il faut faire cette transition avec monsieur Abubakar, donc autant le faire l'autre là. Mais c'est méconnaître les forces de frappe, les bastions qui sont encore gérés par le parti épicier de monsieur Buhari. Donc aujourd'hui, comme Germain a eu à le relever, si monsieur Atiku n'a pas eu ce courage-là d'appeler monsieur Buhari pour le féliciter, donc je crois que ce sont des écarts d'hommes politiques, mais toujours est-il que nos oppositions africaines sont ce qu'elles sont, elles n'agissent pas dans le temps, mais elles veulent profiter des fruits. Alors, Jean-Luc, que faut-il faire concrètement? Non, d'abord, je crois que sur le continent une opposition africain, qui se ressemble pratiquement, on prend le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Sénégal. Est-ce qu'il faut pointer du doigt l'opposition? Je ne pense pas. Enfin, nos oppositions, mais quand même, quand l'élection semble être un peu propre, il faut l'apprécier. Oui, reconnaître. Je suis d'accord. Quand tu dis les élections propres, oui. Je dis plus ou moins propre. Plus ou moins même propre. Aux États-Unis, ça n'a jamais été 100% Alors, quand on arrive France, là, en Afrique, quand on arrive là à organiser des élections plus ou moins propres, c'est ça, en fait, le vrai débat. Non, quand on arrive là-bas, bien sûr, comme au Togo... Non, les élections ont toujours été... sont toujours truquées, volées, fraudées. Non, mais les élections ont toujours été... Non, comme au Togo, c'est même pas redire. C'est parce qu'il n'a pas le courage de... Non, c'est même pas redire. Les élections ont toujours été fraudées, et c'est partout d'ailleurs. Du Nigeria et donc, je pense qu'il faut qu'on en arrive là à organiser des élections, comme on le dit, plus ou moins propres, et je sais pas, mettre en place un climat de confiance entre les acteurs politiques. Mais si déjà, avant les élections, on essaie d'empêcher l'autre pour aller aux élections... Ce n'est pas un préjugé peut-être? Non, je ne pense pas. On dit, mais bon, quand ils sont au pouvoir, ils ont fait tout pour gagner, et voilà. Non. Quand on est au pouvoir, on a tendance toujours à conserver. Et tout à l'heure, Credo disait... Comment peut-on expliquer, par exemple, la situation de la RD Congo? Quand un opposant vient au pouvoir, il y a un autre opposant dans la foule qui dit non mais le monsieur n'a pas gagné. Mais c'est parce que il faut comprendre. On aurait peut-être voir Kabila perdurer, rester là-bas. Non, il faut comprendre que derrière ces leaders-là, en RD, il y a des mains très très puissantes qui sont en train d'opérer.
Quand je prends par exemple M. Fayoulou, mais c'est quelqu'un qui était poussé, qui avait derrière lui l'Union européenne, enfin la France, enfin les États-Unis, etc., etc. Et donc, quand vous prenez un certain Tshisekedi, il n'avait rien derrière lui, il n'avait personne derrière lui, peut-être le peuple. Il y a le peuple qui est là, non? Oui, le peuple était derrière lui. Mais non, bon, mais on a déclaré M. Tshisekedi vainqueur. C'était peut-être un accord avec M. Kabila, ce que moi d'ailleurs j'apprécie, parce que M. Kabila a essayé de déjouer le plan de la communauté internationale pour imposer M. Fayoulou. Donc aujourd'hui, c'est un cas, je dirais, enfin, pas spécial en Afrique. Mais un cas d'école. Un cas d'école, merci pour le mot. La méthode Kabila. La méthode Kabila. Si on pouvait le faire aussi au Togo, j'applaudirais, moi. Okay. Aujourd'hui, je dis, il faut qu'on en arrive à organiser des élections propres. Ce n'est pas de la caricature, hein. Il faut qu'on en arrive à organiser des élections propres, à permettre aux gens d'être dans la confiance totale. Et vous allez voir que personne, même s'il y a des contestations à faire, cela se fera de façon légale. Les gens prennent les institutions, mettent les institutions dans leurs mains, dans leurs poches et imposent leur veto. C'est ça en fait le problème, le drame en Afrique. Alors, Germain Pouli, quand on essaie de voir un peu c'est que la déclaration du Premier ministre sénégalais juste au soir des élections, il y a quoi de concret? On se dit c'est Macky Sall qui a gagné et puis est-ce que c'est facile pour l'opposition d'accepter les résultats de la CENI, enfin de leur commission électorale? Oui, ça devait être facile d'accepter ces résultats. Mais le Premier ministre lui détient les résultats comment juste au soir des élections? Par quelle alchimie? Non, en réalité... Oui, il n'est pas quand même le ministre de l'administration ni le président de la... Oui, non, j'arrive. Je crois que juste après l'élection, chaque candidat sérieux qui a des représentants... Qui ne l'est pas. J'arrive, qui a des représentants à travers le pays, dans tous les bureaux de vote, peut déjà centraliser ses résultats. Sauf qu'il n'a pas le droit de les publier, parce que la seule institution habilitée à publier des résultats provisoires encore, c'est souvent la commission électorale. Donc, tous les candidats ont les résultats en réalité. Mais là, ça sortit. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de les publier qu'ils ne les publient pas. C'est pas que les gens n'ont pas. Même le plus petit candidat, il suffit qu'il ait assez de représentants, ou il peut même s'appuyer sur les autres représentants qui vont lui communiquer par SMS et tout ça, les chiffres. Donc un candidat sérieux a son score quelques heures après l'élection. Mais ce n'est pas son boulot de compiler et de publier les résultats, donc il ne le fera pas. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal et pourquoi un candidat se permet de le faire? Donc je crois que nous sommes aussi dans des pays où le premier qui crie victoire gagne. Finalement, il s'en sort que c'est lui qui gagne. Mais quand même, le Sénégal est cité comme une démocratie de référence en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Quand on voit un peu cette sortie du Premier ministre, il y a de quoi s'inquiéter. Non, je crois qu'on devrait appeler le Premier ministre à la raison. Mais il y a on a vu, même en RDC, les gens se sont autoproclamés. Au Togo, ici, les gens s'autoproclament bien avant la CENI, sur la base même parfois des premiers chiffres fiables et vrais, mais ils n'attendent pas la totalité des chiffres. Donc, je crois que... On a vu en RDC l'Église catholique déclarer aussi un vainqueur. Ce n'est pas son boulot. Donc, tout le monde peut se permettre. Mais après, il faut que la loi qui l'interdit prévoit des sanctions contre ceux qui s'amusent à proclamer des résultats en dehors des formalités requises. Mais je crois qu'il y a un combat déjà qui se mène dès la clôture du vote. Chacun dit j'ai gagné. Et donc, surtout quand les résultats sont au coude à coude, il n'est pas exclu de voir deux candidats s'autoproclamer en attendant la proclamation par la commission électorale. Alors, Credo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces oppositions en Afrique demeurent toujours dans l'amateurisme? Oui, non, je dis ces oppositions africaines. Il y a une préparation qui ne dit pas son nom peut-être, et puis on dit les élections après on proteste et puis ça s'arrête là. Non, c'est pourquoi je parlais tantôt de mode. Et lorsqu'on parle d'opposition africaine, l'opposition togolaise n'est pas épargnée. Donc, je parlerai même d'une maladie au-delà de la mode. Donc, c'est une maladie pour nos oppositions.
parce que nos oppositions n'appliquent pas ce principe de redevabilité, qui n'ont pas le courage politique d'assumer leurs responsabilités, même de leurs échecs et autres là. Donc il va falloir à un certain moment qu'on puisse interroger ces leaders africains qui se définissent éternellement dans une opposition afin qu'ils jouent également leur partition. Vous verrez, ça sera dans un autre pays qu'on aura toujours ce genre de contestation, mais il faut nuancer pour dire que la contestation ne devrait pas leur être refusée également. Donc c'est un mode opératoire pour eux que de contester, que de sortir quelques heures ou bien à la proclamation des résultats provisoires, de dire que nous avons gagné les élections. Germain faisait allusion à notre pays, le Togo. On a même vu, on a monté les couleurs dans un quartier comme quoi on a un président mais qui n'avait pas du tout gagné les élections. Donc c'est dire que c'est une maladie pour les oppositions africaines. Il va falloir que les oppositions africaines s'organisent mieux. Même si on prétend que, disons, les organes impliqués dans un processus électoral seraient détenus par, disons, des mains du pouvoir. Donc, si nos oppositions s'organisaient, du moins à être présentes dans les bureaux de vote, à remonter les informations à leur QG, ça peut être vraiment un truc là. Je donne un cas d'exemple. Lors de la dernière présidentielle, du côté du Nigeria, dans des bureaux de vote, on n'a pas vu des représentants du PDP, le parti de monsieur Atikou. Donc, je dis, on n'a pas vu. Alors, je n'ai pas vu. Et au-delà, c'est dire que, oui, en fait, les élections ne se font pas uniquement dans la capitale, mais les élections se font dans les villes, dans les villages, dans les contrées et autres là. Mais lorsque vous ne maillez pas tout le territoire électoral, donc vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous lever pour dire qu'on vous a volé. Parce que les élections, ce n'est pas la bourgeoisie qui définit ça. Donc ce sont les prolétaires aussi, parce qu'il y a des gens dans les contrées qui émettent des voix. Mais lorsque vous ne développez même pas des actions, des stratégies pour aller vers ces potentielles voix qui sont généralement, parce que on peut beau dire que celui qui est au pouvoir bénéficie des apports des structures de l'État et autres là, mais eux, ils ont plus de facilité à aller dans ces coins-là. Mais pourquoi ne pas travailler aussi, oui? Le nord du Nigeria, quand on sait que Boko Haram frappe à tout moment, il n'y a plus de gens vraiment dans cette zone, et c'est dans ces zones-là qu'on a enregistré beaucoup plus des chiffres élevés qui ont fait gagner Buhari. Atikou a quand même de raison de dire que le monsieur n'a pas gagné. Non, mais je crois que Atikou est dans un rôle. Atikou est dans un rôle et autre là, et le rôle là, c'est la contestation. Le nord et le centre, c'est cette partie-là, ces deux parties-là qui ont voté pour Buhari selon ce qui a été donné, les chiffres enfin les plus élevés. Oui, les chiffres les plus élevés, c'est dans ces zones. Le nord du Nigeria n'est pas aussi peuplé que le sud. Non, le nord n'est pas peuplé que le sud. Si nous prenons la ville, l'État de Lagos, donc c'est plus de 25 millions d'habitants et autres là. Mais qu'est-ce qui fait dire à M. Atikou que l'expression du vote n'a pas été disons, assez nombreuses dans ces trucs-là. Donc, est-ce qu'il a eu à démontrer par A plus B de façon mathématique que le nombre d'inscrits est inférieur ou bien supérieur à ceux qui ont voté autre là? Non. La région septentrionale et puis la région centrale. Donc, ce sont des régions que les deux candidats, Buhari et puis Atikou, disons, s'arrogeaient. Ça rejette par lien de filiation. Qu'ils viennent tous. Donc, ils ont même des ramifications. Des gens ont pris des femmes dans telle zone et autres là. Donc, ils se disaient que, logiquement, donc, chacun se réclamait, disons, les voix de ces zones et autres là. Donc, si le vote est allé jusqu'à ce niveau, donc, c'est que il va falloir que M. Atikou, aujourd'hui, même s'il a déjà ses prétentions, il a déjà donné son avis de mauvais perdant, donc, il va falloir qu'il s'asseye et qu'ils interrogent les fichiers de l'INEC du Nigeria pour voir combien d'inscrits nous avons sur ces listes et autres là. Imaginez-vous, le Nigeria a une population estimée à près de 200 millions d'habitants. 190 millions d'habitants. Plus de 190 millions qui avoisinent les 200 millions parce qu'ils n'arrivent même pas à quantifier la population nigériane et autres là. Mais parmi les 190 millions d'habitants, seuls 84 millions se sont enregistrés, ont pris part à ce vote-là. Et vous aurez remarqué que le report même
à quelques heures de l'ouverture du vote, a influé également sur, disons, le vote que nous avons eu, le scrutin du 23. Parce qu'il y a des gens qui s'étaient découragés et qui avaient quitté même leur comté pour venir voter dans leur village, qui avaient quitté les villes, les États et autres là, mais qui n'ont pas eu les moyens de retourner pour accomplir leur devoir civil. Merci, cela Credo. compte également dans l'expression de ce vote au Nigeria. Est-ce que les retenir comme leçon en 30 secondes, puisqu'on va manquer la pause? Retenir comme leçon, je pense qu'il faudrait qu'en Afrique, qu'on puisse organiser de vraies élections et permettre à ce que la démocratie puisse se consolider. C'est parce qu'en fait, en Afrique, on a des démocraties fragiles et certains pays ils sont en dictature. Et comme le Togo, par exemple. Oui, bien sûr. Je donne des exemples. Donc le Togo est une démocratie? Non, une dictature. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a l'obligation d'organiser des élections crédibles. Non, c'est quelqu'un qui est dans son rôle. Permettre aux oppositions d'arriver au pouvoir et qui est alternance, je ne sais pas, dans ces pays. Merci à ces collègues. Germain, leçon à retenir de ces deux élections-là? Oui, non, je crois qu'au Nigeria, il y a un sérieux problème. Le taux de participation est de 40%, c'est assez bas. Et puis on parlait de Lagos précisément, là où Atiku comptait maximiser, il n'y a que 20% qui ont voté. C'est très bas. Et dans certaines zones où il a un vice-président originaire de cette zone, il n'y a que 18% par endroit. Donc je crois que c'est plus ou moins... Sauf peut-être que c'est le report de cette élection-là qui a démobilisé les électeurs le journal. On va devoir marquer calculs. la pause, on se retrouve juste et puis je vous redonnerai la parole. Merci, à très vite.